Allez, on reste sur la bonne énergie des vacances sur Métamorphose avec notre sponsor Nutrivie, marque qui propose des compléments alimentaires inspirés de la force de la nature. On aime leur vision holistique de la santé naturelle, un bien-être global qui est en symbiose avec la planète et aussi avec des ingrédients bio et naturels et des labels de qualité. Et pour cet automne, on fait le plein de tonus et de vitalité avec leur vitamine C liposomale, une technologie innovante Nutrivie qui permet une biodisponibilité optimale. En plus, la forme liposomale facilite l'assimilation des actifs dans le corps. Alors, rendez-vous sur le site nutrivie.com pour retrouver les compléments alimentaires et cosmétiques 100% issus de la nature de Nutrivie. Disponible aussi en magasin bio et spécialisé. Et jusqu'au 27 novembre, profitez de 20% de réduction en indiquant le code promo Nutrivie. NUTRIVIE sur nutrivie.com. Merci à eux. Bienvenue pour cette 3e série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers sur ces sujets. Tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Aujourd'hui, l'épisode de cette série est consacré au cholestérol. Nous allons déconstruire les clichés autour de ce sujet, découvrir comment en faire un allié et évidemment, en cas de cholestérol, connaître quelques solutions au naturel. Bonjour et bienvenue à nouveau au docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, alors on se retrouve. C'est vrai qu'on entend souvent parler du cholestérol comme d'une mauvaise chose, quelque chose à éviter en général. En réalité, est-ce qu'il existe du bon cholestérol et du mauvais ? Je suis sûre que vous allez me dire oui. Oui, bien sûr, en fait, ça dépend avec quelle lorgnette on va regarder le problème. Car effectivement, on vous parle souvent du bon cholestérol, le HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. Donc HTL, c'est ça ? HDL. HDL. Et LDL. Alors, c'est des abréviations d'anglais, on va se passer là-dessus. Sur votre feuille d'analyse, il y a écrit ces initiales-là. Oui. Vous avez le cholestérol total, vous avez le HDL et vous avez le LDL. Le LDL est un taux qui est calculé alors que le HDL, il est mesuré dans le sang. Donc déjà, il y a une petite nuance dans l'interprétation des chiffres, parce que dès qu'il y a un calcul, il peut y avoir des biais de résultats. Mmh. Alors, le LDL est considéré comme le mauvais cholestérol parce que les cardiologues ont remarqué que c'était lui qui était responsable des dépôts de cholestérol dans les parois des artères et en particulier des coronaires, et c'est eux qui favorisent donc les infarctus, ce qui est donc grave, et c'est pour ça qu'on a dit que c'était un mauvais cholestérol. Mmh. Le problème, c'est si on sort de la cardiologie, qu'on regarde l'individu dans son entier, ce cholestérol-là, c'est celui dont l'organisme se sert le plus. Donc, en fait, c'est le meilleur, parce qu'il est nécessaire pour toute notre activité métabolique. Mmh. Et comme il s'en sert le plus, effectivement, ce cholestérol, c'est celui qui traverse le plus les membranes. Donc, c'est lui qui est plus à risque de se déposer dans les membranes. Donc, le problème, ça ne va pas être la qualité du cholestérol, mais ça va être la qualité de nos membranes. Intéressant. Voilà. C'est vrai qu'on entend assez peu cette analyse. Alors, comment avoir des membranes de bonne qualité ? Évidemment, je vais vous demander. Alors, en fait, pour que le cholestérol puisse se déposer dans l'endothélium, la partie interne du vaisseau, du tuyau qui est l'artère, ou la petite artère, l'artériole, le cholestérol va se déposer là parce qu'il y a une inflammation locale. Mmh. Et pourquoi il y a une inflammation locale ? Souvent parce qu'il y a une blessure au niveau de cet endothélium, et cette blessure, elle peut être liée essentiellement à de l'hypertension. Et avec la pression du sang qui vient blesser en fait cette paroi et qui la met en réactivité inflammatoire. Et cet processus inflammatoire va capter le cholestérol et le fixer sur place et faire ces plaques d'athérome. Donc en fait, la problématique cardiologique liée au cholestérol est surtout une problématique liée à la gestion de la tension artérielle. Ça, c'est un premier point. Vouloir réduire de façon impérative le taux de cholestérol qui circule dans le sang, c'est faire ça en première intention. C'est quelque chose qui est complètement, au terme de la physiologie, quelque chose qui apparaît comme étant dénué de sens, globalement. Quels que soient les seuils ? Quand on découvre, par exemple, qu'on a du cholestérol ? Alors, on va le découvrir sur une prise de sang, essentiellement. Oui. Le cholestérol, c'est un précurseur.
c'est un élément qui va servir à construire nos hormones dites stéroïdes, c'est-à-dire nos corticoïdes et nos hormones génitales. Donc, il circule pour aller au niveau des usines qui vont construire ces hormones-là. Donc, le taux qui circule dépend de deux choses, dépend des besoins métaboliques de l'organisme, dépend de la façon, on va dire, programmée génétique de notre organisme. C'est pour ça qu'on peut parler d'hypercholestérolémie familiale. Ça, c'est la première chose. Et puis, il dépend aussi de la qualité de nos apports alimentaires. Donc ça, c'est deux secteurs différents. On peut avoir un cholestérol qui circule de mauvaise qualité dans notre organisme parce qu'on mange mal. Et l'alimentation moderne est responsable beaucoup de cette problématique-là. Et on peut avoir des gens qui ont un taux de cholestérol assez élevé dans l'organisme parce que leur métabolisme structurel en a besoin. Il n'est pas étonnant souvent de voir des personnes qui sont extrêmement maigres et qui ont un taux de cholestérol très élevé. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans l'incapacité de fixer leur graisse. Le cholestérol, c'est du gras. Elles métabolisent. Voilà. Donc, en fait, leur graisse, elle va simplement circuler. Et quand on fait de la physiologie et qu'on suit des patients qui sont comme ça, on se rend compte que ces patients-là, ils n'ont pas de problématique cardiologique et qu'en fait, ce cholestérol leur est indispensable pour bien fonctionner. Donc, le faire baisser de façon artificielle peut entraîner des dysfonctionnalités dans l'organisme et générer des maladies. Alors du coup, ce que je comprends, c'est que effectivement, il ne faut pas s'attacher qu'au seuil de cholestérol, même s'il y en a qui ont été fixés aussi dans le collectif, au niveau du collectif. Mais c'est à chaque patient, en fonction de son métabolisme, de voir avec son médecin si ce seuil, pour lui, convient ou pas de faire baisser. Il faut être toujours dans la dynamique bénéfice-risque. Ouais. Parce que c'est pas évident du coup. C'est pas évident du tout. Et il faut être dans la compréhension du pourquoi. Pourquoi on a un taux élevé ? Et est-ce que ce taux-là est un réel problème chez ce patient-là ? Le problème, c'est que quand on a une vision collectiviste des choses, on va fixer des barèmes. Et puis, quand on va avoir un outil, quand on va créer un outil qui fait baisser le taux de cholestérol, on va vouloir mettre les gens dans des critères de normes et on va modifier les normes. Et puis, plus les outils qui font baisser le cholestérol vont être performants et plus on va faire baisser les normes. Donc, moi, pour vous dire, sur mes 10 ans d'études, quand j'ai été étudiant en médecine, on a changé au moins 3 fois les normes du cholestérol. Et puis d'un pays à l'autre, il peut varier. Et puis d'un pays à l'autre, ça peut varier parce qu'effectivement, si vous êtes un Inuit, vous avez un taux de cholestérol très élevé dans le sang. Et si on vous le fait baisser, vous supportez plus le froid et vous... Voilà. Alors, les Inuits d'aujourd'hui, qui mangent comme l'Américain qui vit à New York, parce que le problème, il est là aussi. Eux, ils ont des gros problèmes parce que comme physiologiquement, ils ont des taux élevés de cholestérol, mais qu'ils apportent du mauvais cholestérol dans leur alimentation, maintenant, ils ont des problèmes de santé liés à ça. Mais il faut toujours contextualiser l'environnement dans lequel on vit, la qualité alimentaire qu'on a. Et voilà. Donc, toujours être dans une balance du bénéfice et du risque. Quelle autre maladie on peut citer ? Là, on a parlé évidemment des maladies cardiovasculaires qui sont liées à un taux de mauvais cholestérol qui n'est pas adapté donc, au métabolisme de cette personne en particulier. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Alors, c'est un défaut d'imprégnation cellulaire en cholestérol peut être un des éléments qui peut favoriser les maladies dégénératives du cerveau, comme l'Alzheimer, par exemple. Un défaut de cholestérol peut entraîner des défauts de production hormonale, donc des œstrogènes, les androgènes par exemple, et peut entraîner un vieillissement prématuré. Toute la physiologie est très très complexe, mais si je vous prive de cholestérol de façon excessive, on peut avoir des retards de cicatrisation également. Moi, j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital en plaie cicatrisation et j'ai vu des patients qui avaient des traitements très très sévères en cholestérol, anti-cholestérolémiant, donc contre le cholestérol parce qu'ils avaient des pathologies cardiaques associées et qui se retrouvaient avec des plaies qu'on n'arrivait pas à guérir. Donc, j'étais toujours dans une négociation avec le spécialiste qui avait prescrit les médicaments pour le cholestérol en disant « mais regardez le taux qu'il a, il n'y a rien dans sa prise de sang, donc est-ce qu'il y a un risque si on arrête pendant 6 mois ou du moins jusqu'à
le fait de retrouver une cicatrisation correcte, les choses se décompensent pas en 6 mois avec le cholestérol quand on est dans la maladie cardiovasculaire. C'est des problèmes qui s'évaluent sur les plusieurs années. Donc, souvent, avec force de négociation, on arrive à supprimer ces traitements-là. Et du coup, les processus de cicatrisation reprenaient leur chemin normaux, tout ça. On peut avoir des douleurs musculaires si on est en défaut de cholestérol, parce que tout simplement ces douleurs expriment un défaut de capacité de régénérescence de la structure musculaire. Donc, il en faut, voilà. Donc il en faut, ni trop ni trop peu, et il faut qu'elle soit adaptée à chacun en fonction du terrain de chacun et en fonction de ses potentiels de risque. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme maladie ? Déjà, là, on a fait un grand tour, je pense, sur ces maladies-là. Le diabète, il n'y a pas de lien alors, entre le diabète, là, on va être plutôt sur des problématiques sur la malbouffe, on va dire, dont le cholestérol est un des éléments importants. Mais la malbouffe va entraîner des sursollicitations fonctionnelles du pancréas qui peuvent entraîner également une problématique de diabète. On peut aussi, comme le défaut de cholestérol qu'on peut avoir avec des traitements va perturber notre capacité immunitaire, on peut avoir des réactivités immunitaires qui peuvent déclencher de l'auto-immunité au niveau du pancréas et favoriser le diabète ou d'autres maladies auto-immunes. Est-ce que c'est héréditaire ? Il y a des facteurs d'hérédité ? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, il y a des facteurs héréditaires par rapport au cholestérol. Parce que en fait il y a eu de la sélection naturelle sur des milliers d'années et donc quand on vit dans un pays, globalement on a tous un taux qui est à peu près celui-là et c'est pour ça qu'on a des variations de taux de cholestérol. Les gens qui vivent en Islande par exemple sont aussi réputés pour avoir du cholestérol élevé, il ne faut pas leur en faire baisser. On a beaucoup parlé du French Paradox parce qu'en fait les Français avec des taux un peu plus élevés que les Américains font moins de problématiques. Donc on a dit que c'était peut-être la consommation du vin en France qui pouvait protéger parce que dans le vin il y a beaucoup de flavonoïdes et ces flavonoïdes donc qui sont des Ça a à voir avec les polyphénols, les flavonoïdes. Voilà, c'est ça, c'est les polyphénols. C'est tout ce qui donne cette couleur rouge, c'est tous les dépôts qu'on a dans une bouteille de vin, les tanins. Et ces flavonoïdes ont une activité antiradicalaire, donc va lutter contre l'oxydoréduction. Et c'est cette dynamique d'oxydoréduction qui peut fragiliser aussi l'endothélium et nourrir l'inflammation qu'on a dans l'endothélium. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire du vin pour se protéger du cholestérol. Oui, c'est ce que j'allais dire, toujours précaution. On voit beaucoup de gens qui boivent du vin quasiment tous les jours et qui deviennent un peu alcooliques. Voilà, donc on peut aussi manger du raisin, c'est aussi bien, on a aussi les flavonoïdes. Et on peut utiliser aussi en complément alimentaire ces fameux flavonoïdes issus du vin. Et dans une gélule de ces flavonoïdes, on a l'équivalent de 6 bouteilles de vin. Donc, c'est des antioxydants, c'est des antioxydants aussi, mais sans aller dans les compléments alimentaires. Il suffit de manger des fruits, de manger des légumes. On va aussi avoir ça. Après, il y a les compléments, c'est les fameux OPC, c'est ça ? Oui, par exemple, oui. Oui, d'accord. Et puis, on va avoir tout ce régime qu'on appelle le régime crétois, qui a aussi une activité surtout anti-inflammatoire de l'endothélium, et donc qui va éviter le dépôt de ce cholestérol sur cet endothélium. Alors justement, venons-en. Qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter ? Et qu'est-ce qu'on peut favoriser ? On va commencer peut-être par l'alimentation, puis on viendra peut-être aux plantes après. Par exemple, aussi, il y a des idées reçues que les œufs, en fait, favoriseraient le cholestérol, et on s'est aperçu, je crois, que c'est pas tout à fait juste. Alors, les œufs, c'est un très très bel exemple de l'impact de l'élevage, on va dire, sur l'alimentation. Parce que le cholestérol dans l'œuf, c'est le jaune. Le jaune, c'est du cholestérol. Si vous ne saviez pas ce que c'était que du cholestérol, c'est le jaune d'œuf. Voilà, c'est du cholestérol pur. Et en fait, on s'est aperçu que la qualité, parce qu'on a longtemps dit, et puis moi j'ai appris ça aussi, qu'il ne fallait pas manger plus de 2 œufs par semaine. En général, vous voulez dire 2 jaunes d'œufs par semaine, parce que ça favorisait l'excès de cholestérol. Or, on s'est rendu compte que la qualité de ce jaune d'œuf pouvait avoir des effets tout à fait inversés. Et donc, il y a des études qui ont démontré que effectivement 2 jaunes d'œufs industriels d'une poule qui vit dans une cage où elle a à peine la place de se bouger et qui mange que du grain toute la journée, effectivement, ça c'est du cholestérol qui va boucher les artères. Par contre, la poule qui vit en pleine nature, dans sa cour de ferme, qui va sur le tas de fumier, qui gratte la terre, qui mange des orties, qui mange des vers de terre, qui mange du grain aussi, et bien ce jaune-là, lui, au contraire, on a même estimé, on a estimé que 2 par jour débouchaient les artères. Donc on est
Voilà, dans les deux opposés, avec le même aliment, tout simplement, ce qui a changé, c'est la façon dont il a été produit. Un œuf bio est excellent parce qu'il n'a pas de pesticides dedans, mais souvent, ce sont quand même des poules qui sont nourries que au grain. Oui, ils ont ces mono-alimentations. Voilà. Et c'est du grain bio, donc tout ça c'est bien parce qu'il n'y a pas ces pesticides. Pour autant, c'est pas le meilleur des jaunes d'œufs. Le meilleur des jaunes d'œufs, d'ailleurs, il n'est pas jaune, il est orange. Et les très grands pâtissiers qui font de la haute couture en pâtisserie, on va dire, c'est ces jaunes-là qu'ils cherchent, parce que ceux-là, on peut vraiment les travailler et faire des choses extraordinaires avec au niveau culinaire. Voilà, ça c'est l'œuf de ferme de tradition, on va dire. Oui. Hein. Si en plus c'est une ferme bio, c'est encore mieux, parce que le tas de fumier, il est bio, donc c'est l'essentiel. Mais vraiment, la qualité de l'œuf est importante. Alors on peut enrichir en bon cholestérol en nourrissant les poules avec des graines de lin, par exemple. Mais si on donne des graines de... C'est ce que faisait le label Bleu Blanc Cœur, voilà, par exemple. Tout à fait. Et quand vous donnez de la graine de lin aux poules, vous tuez les poules, en fait, parce que le lin peut être toxique pour les poules. Il y a une toxine dedans. Donc en fait, il y a une préparation qu'on appelle la gâche du lin, qui consiste, et que faisaient les anciens. Les anciens, ils avaient une marmite à côté de la cheminée et ils mettaient le lin dans l'eau comme ça à une température chaude, douce, on va dire, et c'est cette chaleur-là qui va détruire la toxine. Donc maintenant, de façon industrielle, on sait détruire cette toxine par une chaleur douce sans enlever les qualités nutritionnelles du lin. Oui. Ce qui fait que l'animal qui mange du lin, donc c'est toute cette gamme effectivement Bleu Blanc Cœur, c'est des Vendéens qui sont à l'origine de ça, c'est à côté de chez moi. Qui ont développé tout ça. Et effectivement, on a des viandes, on a des œufs, on a des produits dérivés, on a du lait aussi qui a bénéficié de la qualité nutritionnelle de l'animal. Et ça vient améliorer notre fonctionnement de notre corps, bien sûr. Ouais, un jour, on fera un podcast avec le docteur Charrier sur l'élevage de poules, je sens. Ça me semble assez approprié. Alors, sur les aliments délétères par rapport au cholestérol, et inversement, on viendra aux plantes et aux remèdes après, et puis sur ceux à favoriser. Alors, on a parlé des œufs. Voilà, les œufs. Alors, il y a aussi la façon dont on va cuisiner ce cholestérol. Donc, les fritures, c'est très mauvais. Ça dénature la qualité du cholestérol et ça va le rendre néfaste. Il faut savoir que, en fait, notre foie va recycler 70% du cholestérol. Et la bile, quand on évacue, il y a énormément de cholestérol dedans. Donc, quand vous mangez une molécule de mauvais cholestérol, vous allez la recycler plusieurs fois dans votre organisme. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine que de travailler sur la qualité alimentaire. Donc, éviter de faire frire les graisses, déjà, quelle que soit la graisse, ça évitera d'avoir du mauvais cholestérol dans votre organisme. Donc, les œufs, on ne va pas les faire en omelette, parce que là, c'est des frits. On ne va pas les faire sur le plat, parce qu'ils vont être frits. Mais on va les faire coques, on va les faire meuler, on va les faire brouiller au bain-marie. Voilà, on va faire des choses comme ça. Ah, moi, je connais des gens, je pense à France Guillain, qui font des œufs sur le plat avec un fond d'eau. Voilà, ça fonctionne. Voilà, c'est pas une friture, en fait. Donc, il y a déjà cette qualité-là. Après, dans les mauvaises graisses, il y a toute la graisse charcuterie, on va dire. Et on sait qu'en plus, toutes ces viandes rouges et surtout la charcuterie est quand même été répertoriée comme étant un aliment cancérogène. Hein. Donc, en plus du problème du mauvais cholestérol, on a cette problématique de risque de cancer, d'accélération des cancers digestifs avec ces aliments-là. C'est lié aux nitrites qu'il y a dedans ou à la qualité de la viande ? C'est lié à la qualité de la viande, essentiellement. Et les nitrites viennent à rajouter une couche. Et puis, tout ce qui va donner la couleur rosée, tout ce qui va... d'autres éléments qu'on va mettre dedans, et les conservateurs, voilà. C'est un vrai problème. Hein. Donc ça, c'est tous les intrants qu'on rajoute en plus. Mais donc déjà, alors c'est pas parce que vous mangez un saucisson une fois que vous allez avoir un cancer digestif. Faut pas être dans cette folie-là. Ouais. Mais quand on est gros consommateur de saucissons, de pâtés, de viande grillée, de toutes ces choses-là, effectivement, on est plus à risque que quand on est végétarien à faire un cancer digestif à cause de ça. Et donc, dans ces graisses-là de charcuterie, on a des mauvaises graisses qui viennent effectivement pas arranger la problématique. Après, il y a les bonnes graisses qui sont les poissons, tous les poissons gras. Et ce qu'on va appeler, certains appellent ça les poissons bleus. Hein, donc, et il faut aller sur les petits poissons. Donc, c'est les sardines, c'est les maquereaux, les harengs. Voilà, faut aller sur des poissons de début de chaîne alimentaire. Comme ça, on n'a pas les problèmes des métaux lourds. Les petits poissons gras. Voilà. Donc, sardines et sardines à l'huile, ça ne me pose aucun problème. Les huiles alimentaires végétales sont de bonne qualité. On évitera plutôt les huiles animales. On évitera le saindoux. On évitera ces graisses-là.
Mais on consommera beaucoup d'huile d'olive, d'huile de noix, l'huile de noisette. Moi, je suis assez axé sur ces trois-là. Il y a l'huile de colza qui est très bien aussi. Il y a l'huile de pépin de raisin qui est très très bien également. L'huile de tournesol. Voilà, ça, c'est des huiles qu'on va utiliser crues. Il faudrait qu'on soit autour de... Moi, je dis souvent à mes patients qu'il faut qu'ils soient autour de 2 à 3 cuillères à soupe équivalent d'huile d'olive crue par jour dans leur alimentation. Qu'on ait ou pas de cholestérol. Qu'on ait ou pas de cholestérol globalement, hein, parce qu'en fait, on a tous du cholestérol, et heureusement. Enfin, quand je dis qu'on ait ou pas du cholestérol, c'est-à-dire les fameux seuils dont on parle évidemment. J'ai fait exprès de relever parce que on a des abus de langage comme ça parfois. Il faut avoir du cholestérol, mais il faut avoir du bon cholestérol, il faut avoir de la bonne qualité cholestérol, et le taux devient plus accessoire après. Si vous allez faire une visite médicale, quand vous faites un bilan et qu'on vous dit que vous avez mauvais cholestérol, je vous donne une pilule pour ça. Non. La première chose, c'est pourquoi j'ai du mauvais cholestérol, qu'est-ce que je dois changer dans mon alimentation, et je change mon alimentation. Les gens qui font l'effort de ça, en général, on n'a pas besoin de leur donner de traitement. Donc là, c'est une alimentation plus hypotoxique. Voilà. Et moi, je conseille beaucoup... j'ai 2 types de petits déjeuners, par exemple, à mes patients qui ont de l'hypercholestérolémie, et 2 types de petits déjeuners qui sont complètement opposés, donc ça va dépendre un peu de chacun. Mais soit on va faire un petit déjeuner rempli de fruits, avec beaucoup de fruits rouges, donc une grosse salade de fruits, et quand il n'y a pas de fruits rouges de saison, on intégrera dans des fruits frais de saison des fruits rouges surgelés pour avoir ces fameuses anthocyanes, donc qui sont ces flavonoïdes de couleur rouge qui sont les plus protecteurs. Et donc une grosse salade de fruits, on prend des fruits de saison coupés en gros morceaux, on rajoute éventuellement des fruits rouges surgelés dedans. Et pour que ça se conserve, on va y mettre un jus d'agrumes comme un jus de citron ou un jus d'orange. Et puis on rajoutera également, en tant que... Ça, c'est un antioxydant. Et comme conservateur, on rajoutera beaucoup de cannelle. Parce que la cannelle, c'est un grand conservateur. Et là, on a une salade de fruits qui peut rester dans le frigo 3-4 jours. Il n'y a aucun problème. Donc le matin, on prend un grand saladier de cette salade de fruits. Et ça va nous... et ça, quand on a vraiment beaucoup de mauvais cholestérol et qu'on a un taux trop élevé, ça va nous limiter les apports de cholestérol plutôt que le pain beurre confiture, hein, et ça va améliorer progressivement beaucoup de choses au niveau de la digestibilité, et en même temps on va avoir l'activité anti-inflammatoire. Et puis à ça on peut rajouter des amandes, on peut rajouter des noix, mais surtout les amandes qui ont cette propriété de capter le cholestérol de l'alimentation et empêcher son assimilation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fixer sur la calorie que nous apportent les amandes, par exemple. Et quand je parle abus de langage, parfois, je peux dire que les amandes font moins grossir que les cacahuètes. C'est tout simplement parce que physiologiquement, dans la digestibilité, la cacahuète apporte beaucoup de graisse, alors que l'amande va capter des graisses de l'alimentation et les fibres vont empêcher cette assimilation-là. Donc les amandes ont des propriétés anticholestérolémiantes par ce biais-là. Comme peut l'avoir également le son d'avoine ou les flocons d'avoine. D'accord. C'est quoi, une poignée par jour d'amandes ? Voilà, par exemple, oui. Oui, ça va. Et même plus. Hein moi, je suis une grosse consommatrice d'amandes, parfois peut-être un peu trop. Alors parfois, c'est bien de les faire tremper un peu dans l'eau. Pour certaines personnes, ça va être plus digeste. Les petites peaux qui sont sur les amandes, parfois, sont mal supportées. Elles peuvent être un peu irritantes. On peut les prendre grillées. On va éviter de les prendre salées, parce que si vous avez un problème de cholestérol, derrière, ça sous-entend un problème d'hypertension. Et si vous prenez un excès de sel, vous allez augmenter l'hypertension. Et le sel, lui, a aussi tendance à durcir les artères. Donc, c'est pas la meilleure des choses. D'accord. Mangez donc... ce type de petit déjeuner, ou faites un autre type de petit déjeuner, mais qui est complètement à l'opposé. Il ne faudra surtout pas faire le mélange des deux, parce que là, c'est une catastrophe physiologique, digestive. Mais vous pouvez faire un petit déjeuner simplement avec des sardines à l'huile et du pain. Et là, je vous autorise même un petit morceau de beurre avec. Et si on mange que ça et qu'on ne rajoute pas de sucre à ce petit déjeuner, on en a déjà parlé, eh bien ça va totalement modifier votre taux de cholestérol. Il y a un fruit qui est... Combien de sardines ? Une boîte ? Ouais, une boîte. Enfin, alors, après, il y a des petites boîtes et des grosses boîtes. Il faut pouvoir manger les sardines le matin. Hein. C'est vrai qu'il y en a que ça peut vraiment rebuter. Ceux que ça rebute, qu'est-ce qu'ils pourraient prendre à la place en petit déjeuner pour ceux qui ont à prendre le fameux salé là ? Alors, ça devient plus problème. Après, ça devient moins intéressant. Vous allez me dire des macros. Voilà, les macros. Le problème, c'était le poisson. Hareng, pomme de terre, c'est encore plus dur. Pour les végétariens. Voilà. Alors, pour les végétariens, ils ont en général pas de problème de cholestérol. Oui. Végétariens, parce qu'en général, ils ont les bonnes graisses. Et puis en plus, la façon de préparer l'alimentation végétarienne est quand même beaucoup moins avec les fritures. Quand on voit la cuisine asiatique, même sans être végétarienne, mais c'est une cuisine, quand on enlève les fritures,
Et quand on va en Thaïlande, par exemple, manger, moi j'ai des patients, ils ont amélioré leur bilan de cholestérolémie en allant en vacances 15 jours en Thaïlande. Et on fait un bilan au retour, ils sont nettement mieux, alors qu'ils ont mangé que ce qui était proposé là-bas. Et en plus, en restauration, ce qui n'est pas forcément le mieux, mais il y a une culture alimentaire qui est saine là-bas, hein, et qu'on n'a pas chez nous. Donc ça, il faut apprendre ça. Les sardines à l'huile le matin, c'est très très bien. Franchement, c'est très très dur pour certains de s'y mettre. Et ceux qui ont passé le cap, parfois ils mettent 1 année, 2 ans, mais une fois qu'on a passé le cap, on a vraiment du mal à lâcher ça. Parce que ça apporte vraiment un bien sur l'énergie sur la journée. Dans les aliments de base qu'on va mettre dans le restant de l'alimentation, de toute manière, il faudrait avoir au moins 3 poissons gras par semaine. Donc si vous en mangez tous les matins, c'est génial. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Poissons gras, c'est sardines, maquereaux, harengs, anguilles, anchois, flétans. Oui. On va mettre le saumon, même si on sait qu'il est moins en bas de la chaîne. Non, je ne mets pas le saumon pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un gros, donc c'est un prédateur, il peut effectivement être chargé en métaux lourds. Et deuxièmement, le saumon qu'on a actuellement, c'est du saumon d'élevage. Alors si on prend du saumon, pour le cholestérol, ça sera du saumon sauvage. Ça, c'est un poisson de luxe, ça l'a toujours été. Un poisson, ça fait plus de 1000 km par jour. Et ça a été extrêmement bénéfique de le mettre en élevage. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez un grand sportif dans une cage, vous faites un sumo. Et donc, ça grossit très vite. Et donc, au niveau de la commercialisation, ça va très, très vite. Au début du saumon, et donc ça, c'est les années 70, le saumon qui est arrivé fumé d'élevage et qui était accessible pour tous les porte-monnaies, au moins pour les fêtes de Noël, parce que c'est comme ça que j'ai des parents ostréiculteurs. Donc, on a bien vu la chute commerciale de la vente des huîtres à Noël à cause de l'arrivée du saumon à cette époque-là. Tout simplement, c'est facile à préparer, ça coûtait pas cher et c'était un produit de luxe qui avait encore l'image luxe. Maintenant, le saumon, on en trouve partout. Mais le saumon qu'on a maintenant, ce n'est pas le même saumon d'élevage qu'on avait à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était le rebut de la pêche qui servait à nourrir les poissons d'élevage. Or maintenant, la pêche, c'est rebut, c'est toutes les viscères des poissons, enfin tout ce qu'on nettoie, et puis tous les poissons qui sont pas vendables, on les donnait en aquaculture à nourrir ces saumons-là. Donc il y avait une logique. Sauf qu'aujourd'hui, on a un tel niveau de production de saumons d'élevage. Qu'on leur donne des farines animales. Voilà, qu'on leur donne des farines animales, ou qu'on va racler les vases sous les élevages pour récupérer les vers, pour en extraire de la matière protéique et les redonner en nourriture. Donc on fait des cercles fermés où il y a une concentration de polluants en fait, qui se met en place. Sans parler des antibiotiques, etc. Voilà. Donc éviter les saumons d'élevage. Donc c'est pour ça que moi j'en parle pas. Là on en a beaucoup parlé, mais pour cette raison-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que les sardines à l'huile, il n'y a pas de cuisine. C'est une boîte à ouvrir. Les maquereaux, vous les avez en conserve, vous les avez aussi séchés, on peut les manger avec un filet de citron. C'est pas de cuisine. Le hareng, si vous avez du hareng fumé dans de l'huile, avec une patate chaude, c'est un repas très facile à faire. Il n'y a pas de cuisine. Donc quand on me dit que le poisson, c'est difficile à cuisiner, et donc on n'en mange pas pour cette raison-là, c'est une mauvaise excuse par rapport aux poissons gras. On peut les intégrer dans notre alimentation tout facilement. Après, vous pouvez vous faire des terrines de sardines, c'est très facile à faire. On écrase des sardines, on met des échalotes, on met des petites choses comme ça, et ça change un petit peu les goûts. Faites attention à ce qui existe au niveau industriel, parce que si on n'est pas sur du bio, il peut y avoir plein d'autres produits dedans. Mais voilà, on peut agrémenter les produits et varier effectivement les choses. Après, il y a les huîtres, il ne faut pas les oublier, c'est quand même un aliment extrêmement de bonne santé. Et ces huîtres, surtout quand elles ont, et là je vais faire un peu de publicité, mais quand elles ont un affinage en clair, ce qui est une spécificité de ma région, et bien ce passage en clair où on va faire grossir les huîtres tout simplement en même temps. Votre région qui est Poitou-Charentes. Voilà. Charente-Maritime. Charente-Maritime, plus exactement ça. Voilà. Moi, je suis natif de l'île d'Oléron, donc voilà, c'est bassin Marennes-Oléron dont je parle. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres endroits ? C'est que les huîtres de pleine mer, on vient les mettre dans ce qu'on appelle des clairs, et qui est un endroit où l'eau chauffe plus facilement avec le soleil, et donc on a une biomasse plus importante de phytoplancton, et donc par la densité d'huîtres qu'on met là, on fait grossir nos huîtres, et donc on a un poisson, comme on dit, qui est beaucoup plus riche en nutriments de bonne qualité pour la santé, et en plus on a plein d'oligoéléments avec tout ça. Donc ça, c'est une façon pour ceux qui n'aiment pas le goût des sardines et qui pourraient aimer les huîtres, on pourrait faire des choses sur comme une partie plus végétale, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Est-ce que par exemple tout ce qui est légumineuses sont à favoriser ? Alors ça, c'est pour les apports protéiques en évitant les graisses. Et un houmous avec une bonne huile de noix dedans, par exemple, ça va être très très bon. Voilà, faut mettre un peu d'imagination dans cette cuisine-là. Les végétaux, de toute façon, ils sont importants non pas pour améliorer
la qualité du cholestérol mangé, mais surtout par leurs fibres pour absorber les excès de graisse de notre alimentation. Donc, c'est là où... Et puis, c'est par tous les apports des anthocyanes, de ces flavonoïdes qui nous protègent de l'inflammation. Au niveau végétal, le meilleur végétal qui soit, c'est la pomme. Bio. Parce que... pomme, jus de pomme, sous toutes ses formes, compote, etc. Voilà, toutes ces formes, mais obligatoirement bio, parce que la pomme avec le raisin, c'est un des produits les plus traités au niveau... Oui, donc il y a la concentration de pesticides. On dit que sur une pomme, il y a plus d'1 kilo de produits extérieurs qui ont été mis dessus. Donc, voilà. En particulier, c'est bien de la manger avec la peau et donc il faut qu'elle soit bio. Il faut qu'elle soit bio. Est-ce que sur l'alimentation, on a un petit peu fait le tour? Est-ce qu'on peut passer maintenant à la partie plante? Je sais que pour vous, on retrouve, alors vous allez nous dire si l'alimentation c'est fini, mais sur la partie plante, on retrouve notre fameux aubier de tilleul, j'imagine. Alors l'aubier de tilleul, c'est une plante qu'on aime bien, avec laquelle vous ne ferez jamais de bêtises. Et donc, on conseille... Faut-il la trouver en bâtonnet, ce qui est devenu plus compliqué? On ne la trouve plus en bâtonnet. Ouais. Moi, j'en ai encore trouvé il n'y a pas longtemps. Bon, c'est des stocks, je pense. C'est des stocks, oui. Parce que la machine est cassée. C'est de la production artisanale. Ouais, du roussillon. Voilà. Et avant, on pouvait bien faire la distinction de qualité, parce que ceux qui étaient en bâtonnet étaient de très bonne qualité, alors ceux qui étaient en copeaux, on pouvait avoir des vieux aubiers qui étaient dedans. Et c'est une information que j'ai eue par un des pharmaciens, mais il m'a dit, il a appelé directement le producteur qui lui a dit la machine est cassée et il manque du savoir-faire pour la réparer. Et du coup, on peut la trouver en tisane alors? Alors, on la trouvera en copeaux maintenant, cet aubier de tilleul. Que ce soit de l'aubier de tilleul sauvage du roussillon, que ce soit sauvage, c'est important. C'est des gens qui ont des bois entiers, et on coupe des tilleuls qui ont 4-5 ans d'âge, pas plus vieux. Donc faire de l'aubier avec du tilleul qu'on s'est servi en menuiserie, dont on a enlevé l'aubier, ça c'est des vieux tilleuls, et cet aubier est beaucoup moins performant. D'accord. Donc aubier de tilleul sauvage du roussillon, c'est... On trouve ça en pharmacie, en magasin bio, sans problème. Herboristerie, oui. Il y a une autre tisane qui est très intéressante, qui est le Chrysanthellum americanum. C'est une tisane qui va avoir une action de drainage du foie assez ciblée et qui va faire fondre les graisses dans le foie. Entre guillemets, fondre, c'est un petit abus de langage. Oui. Mais cette tisane, elle est tellement performante qu'elle dissout les calculs de cholestérol qu'on peut avoir dans la vésicule biliaire. Et au long cours, il y a des précautions à prendre si les calculs sont trop importants, que ça bouche la vésicule ou pas? Alors, un gros calcul, il ne migre pas. C'est une question un peu technique, mais... Mais on fera tout un sujet sur les calculs. Ouais. Mais pour être très simple, un gros calcul, ça ne bougera pas et on ne le fera pas fondre, il faut être correct. Et lui, il est en place, il ne bougera pas. Le problème, c'est les calculs qui sont limites en taille et qui sont très spiculés, très irréguliers. Alors eux, quand ils migrent, ils déchirent la muqueuse, ils se coincent parce qu'il y a un endroit où il y a un petit rétrécissement et ils créent de l'inflammation et c'est tout ce qu'on appelle les coliques. Ou les pancréatites, c'est ça? Voilà. Alors la pancréatite, c'est parce que le tuyau est bouché et que les enzymes du pancréas, au lieu de s'évacuer, remontent dans le pancréas et autodigèrent le pancréas. On verra ça dans notre podcast spécial calcul vésicule biliaire rénaux. Oui. Donc en fait, le chrysanthellum cette tisane-là va éviter la formation de ces calculs déjà, parce que c'est un effet de dissolvant, on va dire. Oui. Donc on peut le faire même en préventif quelque part. Bien sûr, oui, si on a une famille qui est prédisposée, on peut prendre ça. Ça évitera également les calculs au niveau des reins. Et puis c'est une action anti-rhumatismale importante, une activité légèrement anti-inflammatoire, donc on protège aussi indirectement l'endothélium. Il y a une plante qui est majeure et dont on n'a pas parlé dans l'alimentation, et que certains prendront qu'en complément alimentaire parce qu'il va pas être difficile à manger, c'est l'ail. L'ail. L'ail est une plante un peu magique par rapport à cette problématique. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire, l'ail ne fait pas baisser le taux de cholestérol. Mais, encore une fois, idée reçue, comme avec les œufs. Mais il empêche le cholestérol de se fixer sur l'endothélium. Ou avec les œufs, c'était l'inverse, je précise. Évidemment. Dans les idées reçues, je voulais dire. Ouais. Donc cet ail va protéger l'endothélium et va lutter contre l'inflammation de cet endothélium et va empêcher le cholestérol de se fixer sur l'endothélium. D'accord. Et c'est vraiment important d'être préventif là-dedans parce qu'il y a un phénomène de cristallisation qui se fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a aucun dépôt, il n'y en aura pas.
dès qu'il y a un petit début de dépôt, et là il y a un phénomène d'amplification, c'est la cristallisation, et ça va se focaliser là-dessus. Et là, effectivement, très rapidement, on peut avoir un dépôt important qui s'installe. Surtout qu'on a vu qu'avec Covid, il y a plus de problèmes d'artères, par exemple, dans les suites de Covid, entre autres. Tout à fait, lié à l'inflammation vasculaire, tout simplement. Et donc, tous ceux qui étaient déjà borderline ou critiques peuvent décompenser et fixer, effectivement, à cause de cette inflammation virale sur cet endothélium, la fixation du cholestérol. Et une fois que c'est démarré, là, c'est beaucoup plus dur de faire chemin inverse. Donc l'ail, alors pour ceux qui l'aiment cru, ça peut être 1 à 2 gousses par jour, dans les salades, etc. Pour ceux qui ne l'aiment pas cru, moi je sais que je suis férue d'ail noir, notamment. Est-ce que ça fonctionne de la même manière fermentée ? Oui, ça fonctionne bien. On peut aussi le faire griller, faire des têtes d'ail grillées. Il y a des gens qui font des cures de têtes d'ail grillées. Et ça, c'est un peu costaud. Mais c'est... Parce qu'il y a 30 gousses, je crois, par jour, ou 50 même, c'est ça ? Donc on sent quand ils rentrent dans une pièce, ces personnes-là, parce que la transpiration sans l'ail. Et effectivement, il vaut mieux éviter d'aller à un repas mondain le soir où vous faites votre cure d'ail. Ou aller voir votre amoureux, votre amoureuse ce jour-là. Sauf s'il a fait la cure avec vous. C'est ça, c'est glamour. Voilà. Mais ça fait fuir les vampires. Dans l'inconscient collectif, Donc si vous avez un huissier qui doit venir à la maison, ça peut être bien, quelque part. Il ne rentrera pas. Mais bon, il faut savoir ça. Oui, effectivement, il faut être un peu isolé quand on fait cette cure d'ail, qui est très très bonne pour la santé globalement. Jusqu'à combien on en prend comme ça, des têtes d'ail grillées ? Mais déjà, si on en prend 2-3, c'est déjà pas mal. Quand vous dites griller, c'est griller au four ? Griller au four, oui. D'accord. Mais autrement, dans le quotidien. On les fait griller combien de temps ? À quelle température, puisqu'on y est là ? Oui, c'est quoi ? Peut-être 160 degrés. Ça perd pas trop de ses propriétés si on le fait griller ? Normalement, oui. Oui, mais comme on mange en quantité, ça rattrape. D'accord. Et puis après, il ne faut pas le faire cramer non plus. Donc c'est quand même... vous regarderez sur Internet combien de temps il faut faire une tête d'ail grillée. Oui. Après, parce que je ne suis pas cuisinier, donc il y a des choses qui m'échappent. Vous ne voyez pas sa tête, mais il faisait des grimaces. Alors si on le met pareil dans une soupe, ou etc., on perd un peu quand même de nutriments, mais il faut quand même en mettre. C'est mieux d'en mettre. Bien sûr. C'est sûr que tout ce qui est cuisson douce, c'est ce qui sera le mieux, globalement. Toujours, de toute façon. Et quel que soit l'aliment. Mais après, ce qui est important, c'est... la répétition de l'information pour l'organisme. Donc c'est pas parce que vous allez manger de l'ail pendant une semaine que vous allez régler votre cholestérol, parce qu'après vous allez faire n'importe quoi. Et donc c'est introduire cet aliment de façon régulière. Vous avez de l'ail doux, les Espagnols mangent beaucoup d'ail doux comme des cornichons. C'est un vrai bonbon d'ailleurs, c'est super l'ail bon. confit. Voilà, donc ça on peut introduire ça. Trouver celui qui vous convient. Et si vous avez... Les enfants mangent ça comme des bonbons, l'ail confit. C'est vrai que c'est très bon. C'est très digeste, beaucoup plus digeste que l'ail cru qu'on consomme classiquement en France est pas très digeste. Déjà, il faut enlever le germe quand vous épluchez votre gousse d'ail, vous la coupez en deux, vous enlevez le germe, ça part tout seul. Si vous le faites pas, vous aurez une moins bonne digestibilité. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ? On a parlé de l'ail, on était sur les plantes. On n'a pas parlé, par exemple, de la vigne rouge. Et puis après, il y a tout un tas de choses que vous proposez. Par exemple, le safran, vous avez parlé du pain de seigle et tout ce qui contient des polyphénols. On pense à la papaye, etc. Tout à fait. Donc, la vigne rouge est une plante majeure aussi, globalement. Globalement, Globalement, oui. Pour l'organisme, on a tous bénéfice quasiment à boire cette feuille de vigne rouge en infusion. Oui, circulation sanguine, alors, etc. Ça, c'est le grand classique. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est que la vigne rouge est une plante qui a une action directe sur le foie qui va réguler le métabolisme du cholestérol. Donc ça, c'est peu ancré dans les mémoires. Or, pourtant, c'est une fonction principale de cette vigne rouge. Elle est vraiment très très importante pour toute cette dynamique-là. On la prend sous quelle forme, alors tisane ? Alors en tisane, ou si on veut vraiment la prendre de façon thérapeutique et régulièrement parce qu'on a une problématique, moi je prescris beaucoup en gémothérapie. D'accord. Des bourgeons donc. Voilà, des bourgeons. Et en macérat glycériné concentré, ou dit macérat mère. Et là, on peut prendre 5 gouttes 2 fois par jour au long cours. D'accord, en macérat ou en gémeaux, oui. Voilà. Pas ou en gémeaux. En gémeaux. Le macérat, c'est de la gémothérapie. Parce que vous avez dit sinon en gémeaux. En bourgeon, macérat, glycériné. D'accord. Mère, c'était une précision. Ça, c'est de la gémothérapie. Ouais. D'accord. Je
pensais que vous disiez où. D'accord. Donc à ce moment-là, on prend 5 gouttes. Combien de fois par jour ? 2 fois par jour. D'accord. Voilà. Au long cours, régulièrement. Voilà. On fait quoi, des cures de 3 semaines, par exemple ? Ça dépend dans quel contexte on est. Ouais. Si on est déjà dans du cholestérol maladie installé, qu'on a mis en place une hygiène de vie qui a changé au niveau alimentaire, qu'on y ajoute l'ail régulièrement dans l'alimentation, qu'on consomme des pommes ou qu'on prenne au moins 1 ou 2 verres de jus de pomme tous les jours, on peut rajouter dans ce cadre-là la vigne rouge, 5 gouttes 2 fois par jour, au long cours. D'accord, toute l'année. Toute l'année, il n'y a aucun problème avec cette plante-là. D'accord. On dit souvent que les plantes, si on veut qu'elles continuent à être agissantes, il faut les arrêter de temps en temps. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est vrai, ça ? En fait, quand on dit ça, c'est quand on est dans l'automédication. D'accord. Et ça évite de faire des bêtises. Certaines plantes ont besoin d'une phase de repos, mais d'autres, on peut les utiliser au très long cours. Et en général, celles que je conseille en automédication sont celles avec lesquelles on n'a pas de soucis. D'accord, donc celle-là, c'est OK. Voilà, autrement, je précise. Oui. Mais parce qu'il y a des gens qui vont vraiment sentir du bien et qui vont le continuer. Et donc, s'il y a une précaution à prendre, autant faire attention. OK. Alors, au niveau des plantes, pour le cholestérol, le mauvais cholestérol qu'on peut prendre en complément, Aubietiel, on en a parlé, vigne rouge, on vient d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre ? On a fait un peu le tour. Oui, je pense que là, après, il faut... Drainer le foie, c'est toujours bien dans ces cas-là ? C'est toujours bienvenu de drainer le foie. Parce que, en fait, le foie, c'est l'usine qui va faire le cholestérol, enfin, qui va métaboliser le cholestérol dans notre organisme. Oui. Donc, c'est vraiment lui qui va faire le tri. Et 70% du taux de cholestérol de votre prise de sang est issu de la production du foie. Oui. Et votre bile, c'est du cholestérol. Et la bile, elle est déversée dans le tube digestif et elle est réabsorbée par le tube digestif. Et c'est en ça qu'on a un cercle donc, il faut en faire un cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'en modifiant votre alimentation et vos mauvaises habitudes, vous allez revenir sur une bonne dynamique. Après, si malgré tous les efforts que vous faites et que vous êtes à haut niveau de risque d'une pathologie cardiovasculaire, il ne faut pas le négliger. Après, on peut passer à une étape un peu supplémentaire. Donc, on peut utiliser la levure de riz rouge, qui est en fait une statine. Et c'est de là qu'on a sorti les médicaments statines anticholestérolémiants. Et en fait, c'est la statine la moins forte qui existe. Et elle n'est pas encore totalement substitutive au niveau de l'organisme. Donc, elle vient faire une freination, mais elle permet encore, malgré tout, des dynamiques de régulation. Et cette levure de riz rouge peut être bienvenue pour accompagner un régime alimentaire. Si vous ne faites pas le démarrage des choses, c'est pas la peine. Commencez par là. Commencez par là. On voit des résultats assez vite d'ailleurs. Vous parliez de la Thaïlande où en 15 jours, les gens avaient déjà des taux meilleurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Même des résultats très rapides avec, par exemple, la cure de pomme, dont on a déjà parlé. La cure de pomme vous normalise un taux de cholestérol à la fin de la cure de pomme. Et ça, c'est toujours bien, même si malheureusement, ça ne tient pas dans le temps, de faire au moins un rendez-vous dans l'année avec la pomme. Oui. Parce qu'en fait, on va faire quand même globalement un gros nettoyage et on va déstocker des mauvaises graisses qui étaient dans certains endroits. Et donc après, on a toujours une latence pour les remettre en place. Mais ça peut aussi être un moment où vous allez changer effectivement votre alimentation. C'est rare de voir, j'imagine, ou pas possible, de voir des gens qui ont des problèmes de foie et qui ont un taux de cholestérol de bon cholestérol qui est correct. En fait, il faut dissocier ça parce que les problèmes de foie peuvent être d'autres types de problèmes. Le foie peut nous faire plein de problèmes et c'est pas forcément le problème du foie qui va être responsable du taux de cholestérol qui circule. Mais ce taux de cholestérol qui circule, 70% provient du foie. D'accord. Okay. Donc plus vous avez un foie qui est bien fonctionnel et plus vous optimiserez sa capacité à faire la bonne dynamique par rapport au cholestérol dont vous avez besoin. Donc les plantes qui sont bonnes pour le drainage du foie sont bonnes aussi dans ces cas-là. On pense au chardon-marie, drainage des émonctoires, etc. Alors chardon-marie est très très intéressant parce qu'il va avoir une action réparatrice cellulaire au niveau du foie. Et il va surtout aider à drainer les tout petits canaux du foie qui parfois sont un peu saturés ou encrassés, on va dire. Je parle simplement, vous m'excuserez. Mais voilà. Mais c'est mieux si on parle tuyauterie comme ça. Et on voit très rapidement, quand on met du chardon-marie, une amélioration des gamma-GT. Il y a des gens qui ont un foie qui se surcharge et sans prendre d'alcool ou sans prendre de médicaments, ont quand même un taux de gamma-GT un petit peu élevé. Ça, c'est un signe qui montre que votre foie est surchargé en gras, pour parler simple. On appelle ça de la stéatose hépatique. C'est du gras dans le foie. C'est le foie gras des oies qu'on mange.
c'est ça aussi. Ou pas. Et quand vous avez les transaminases dont on vous parle, les azates et les alates qui sont perturbés, c'est que là, on a de la blessure cellulaire. Donc, c'est un état encore plus grave. Ah oui, voilà. Donc, le chardon-marie est très, très intéressant pour ça. J'avais une petite question par rapport à la vigne rouge. Vous avez dit qu'effectivement, le stade plus avancé, on pouvait utiliser cette statine, entre guillemets, naturelle. Ça, c'est pas la vigne rouge, c'est la levure de riz rouge. Ah, la levure de riz rouge, pardon. La levure de riz rouge, excusez-moi, j'ai mal écouté. Pardon pour ça. On peut l'utiliser en complément d'un traitement ou pas ? Alors, ou c'est substitutif, entre guillemets. Alors, comme c'est une petite statine, on ne va pas l'utiliser en complément d'une statine déjà existante. D'accord, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer baisser certaines doses pour faire un complément ? Non. On pourrait diminuer, voire supprimer la statine médicament et la substituer par de la levure de riz rouge, mais là, il faut être accompagné pour un médecin pour le faire. D'accord. Et après, si on part sur ces médicaments, mais même avec la levure de riz rouge, c'est souvent intéressant de rajouter du coenzyme Q10. D'accord. Parce qu'en fait, ces problèmes des statines, ça nous bloque cette activité coenzyme Q10 qui, elle, favorise l'oxydation tissulaire. De toute façon, on ne fait pas ça tout seul. Quand on écoute ce podcast et qu'on est déjà sous médicaments, on va voir son médecin traitant, surtout. On ne s'amuse pas à ça, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir quand même l'info sur la levure de riz rouge et non pas la vigne rouge, la tisane dont on a parlé tout à l'heure. Ok, alors simplement pour compléter sur le cholestérol, et on finira rapidement là-dessus, les bienfaits du sport pour la santé, de toute façon c'est toujours bien. Est-ce qu'il y a un effet particulier sur le taux de mauvais cholestérol, évidemment ? Alors c'est fondamental. C'est fondamental d'orienter votre métabolisme pour aller produire du muscle, parce que si vous n'allez pas produire du muscle, vous allez produire du gras, tout simplement. C'est vos stockages. Donc métaboliquement parlant, si vous êtes sédentaire, vous allez faire du mauvais gras, vous serez beaucoup plus sujet à faire des problématiques, pas forcément que liées au cholestérol, mais dont le cholestérol sera un des partenaires de la problématique. Donc aller sur l'activité physique, c'est important, ne serait-ce que pour muscler votre cœur, parce que c'est à lui dont on pense le plus. Il faut muscler régulièrement son cœur. Et pour optimiser, on devrait tous... Nous sommes issus d'une espèce, Homo sapiens sapiens, qui était avant tout... c'était pas un sédentaire, c'était un nomade. Nous sommes issus de nomades. Donc nous avons une vie qui est faite pour marcher. Nous sommes des marcheurs. Or, on s'est arrêté dans des endroits, on s'est construit nos maisons et nos protections et on marche plus. Et dans notre monde moderne, on marche encore moins. Donc, marcher au moins 1 heure par jour, à mon avis, c'est le minimum qu'on devrait faire. Tous. Ouais, ça semble beaucoup. Alors, à défaut de marcher, on peut courir. Voilà, donc c'est une autre façon de compenser, mais c'est pas une fois dans la semaine qui est intéressant. Et à la limite, même si vous pouvez pas marcher 1 heure tous les jours et que vous faites qu'une demi-heure tous les jours, je préfère que vous me fassiez une demi-heure tous les jours que 15 km le samedi. Voilà. Par exemple. Par exemple. Très bien. Il y a un cardiologue qui avait une très très bonne image, qui disait l'activité sportive du quotidien, c'est comme le brossage des dents. On va pas se brosser 21 fois les dents le samedi, parce que c'est samedi, et pas se brosser les dents le restant de la semaine. Dans l'activité sportive, c'est la même chose. Il faut faire notre activité de marche régulière, plus ou moins, on va dire. Mais des fois, pourquoi se garer devant notre lieu de travail s'il y a un parking qui se trouve à 1/4 d'heure, 20 minutes du lieu de travail, on peut aussi intégrer ça dans notre temps si on doit prendre la voiture pour aller au travail. Oui, c'est ça, ou prendre les escaliers, descendre 1 ou 2 stations de métro plus tôt. Enfin voilà, effectivement, il y a des solutions et ça, on compte sur vous pour les mettre en place. Est-ce qu'il y a autre chose complétée ou on peut conclure là-dessus, docteur Charrier ? On peut conclure là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement plein d'autres choses qu'on n'a pas abordées. Mais... Par exemple ? Je sais pas, là, ça ne me vient pas en tête. Ah, mais d'accord. Je sais qu'il y a des petites choses qu'on aurait pu dire. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait écrire un livre entier dessus. Oui. Non, mais c'est bien. Comme ça, on a déjà un peu la base. L'essentiel, je pense, pour le podcast. Oui, tout à fait. Merci infiniment, en tout cas. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive, sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres, Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante ou Soigner au naturel les maux de l'automne et Se soigner au naturel toute l'année, disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les 2 premières séries Ma santé au naturel en 6 épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils.
Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.